Alors, quand on regarde l'actualité en ce moment, on voit que LFI est accusé de complaisance avec le terrorisme, on se rend compte qu'il y a des traîtres dans le NFP et qu'on commence à reparler de gouvernement technique. C'est-à-dire exactement les mêmes conversations qu'on avait cet été avec les élections législatives. Sauf que, comme dirait l'autre, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye, donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe réellement en France et comment le retour de ces polémiques nous permet d'expliquer les véritables enjeux de cette période. Bienvenue dans Actu Réfractaire. Allez, on va commencer par la France Insoumise. Tu as donc Bernalicis, le monsieur police de LFI, qui a fait une proposition de loi assez simple. Ils ont constaté que l'accusation apologie du terrorisme était instrumentalisée par le pouvoir pour faire taire les opposants politiques. Et ça s'est particulièrement vu avec les propagandes liées au massacre en Palestine. Vous êtes favorable à l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme? Moi je confirme effectivement qu'il y a un usage abusif de cette notion. Le terrorisme c'est très grave, il ne faut pas le banaliser. Par exemple, il ne faut pas. Par exemple, on a eu des militants et des militantes poursuivis pour apologie du terrorisme alors qu'ils dénonçaient la guerre à Gaza par exemple, ou des militants et des militantes mis dans des procédures antiterroristes alors qu'ils étaient dans le cadre de leurs actions syndicales dans leurs entreprises par exemple, avec des 72 heures de garde à vue, etc. Donc d'ailleurs, ça n'est pas la CGT qui le dit, c'est la Commission nationale des droits de l'homme, consultative des droits de l'homme, la CNCDH, qui a dit que cette disposition sur l'apologie du terrorisme était instrumentalisée à d'autres fins que l'objectif initial. Donc oui, il faut revenir à l'objectif initial. Le terrorisme, c'est grave, il faut lutter contre, mais arrêter de l'utiliser pour brider la liberté d'expression et la mobilisation sociale. La proposition de loi de Bernalicis vise donc à modifier un petit peu le texte pour que ce ne soit plus utilisé de manière politique. Sauf que, évidemment, ça a créé la polémique avec plein de gens à la télévision qui disent que LFI c'est le Hamas, etc., etc. Bref, on connaît la chanson. Prisca Thévenot, on va regarder la réaction également que vous avez eue il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. Vous avez tout de suite exprimé votre opinion sur cette proposition de loi. Mon indignation, tout à fait. Votre indignation, on va le voir apparaître dans quelques instants, votre message. Quand Jean-Luc Mélenchon et son groupe de députés rappellent qu'ils sont un mouvement à l'idéologie anti-France. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le terme anti-France? Pourquoi avoir choisi cette qualification-là? Mais ils n'aiment pas la France. La France insoumise est une faillite morale et républicaine. Ce n'est pas la première fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on est en train de découvrir le visage de la France insoumise et leurs propositions. C'est comme eux qui, dès 2022, alors qu'on arrivait à peine à l'Assemblée sur l'ancienne législature, qui avaient proposé et soutenu une proposition de loi pour qualifier Israël de régime d'apartheid. C'est quand même eux qui, dès le lendemain des attentats du 7 octobre, ont défilé sur les plateaux pour nous expliquer que c'était un mouvement de résistance. C'est quand même eux qui ont envoyé au Parlement européen une eurodéputée qui passe son temps à parler de tout, sauf de la France, et qui affiche fièrement son idéologie. Je dois le dire qu'à un moment, il faut appeler un chat, et oui, ils n'aiment pas la France. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas la France? Ils n'aiment pas la France simplement, et vraiment je le pense, par aigreur. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire élire dans ce pays leur gourou ultime. Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas en voulant détruire la France, en voulant pointer du doigt ce qu'elle est et ce qu'elle fait, qu'ils vont y arriver. Et je dois dire que je suis assez hallucinée, comme aujourd'hui, on ne voit aucun LFI sur les plateaux. Alors on les voit, on a vu Alma Dufour sur votre antenne tout à l'heure, mais pour parler de toute autre chose et commencer à bégayer pour nous expliquer qu'on a mal lu le texte et qu'on n'a pas compris la consigne. C'est l'argument qui a été effectivement plusieurs fois employé. Exactement. Et avec Manuel Bompard qui se transforme en troll sur les réseaux sociaux pour copier-coller le même message indéfiniment et inlassablement. Je pense qu'à un moment, il faut qu'ils assument qu'ils sont députés français, mais qu'en fait, ils appellent à faire tout le contraire de ce qu'est la France. Anti-France étant un terme maurassien par ailleurs, voilà, donc elle choisit très bien ses références. Et la raison de ce nouveau acharnement médiatique, c'est que le gouvernement Barnier est dans une impasse politique totale. Beaucoup pensent qu'il va devoir sauter en décembre lorsqu'il passera le budget en 49.3. Et donc vu que le rapport de force politique se renforce à l'Assemblée nationale avec une grande incertitude pour l'avenir, tu as le rapport de force médiatique qui lui aussi se renforce. Et dans cette mêlée, on retrouve des gens du Parti socialiste qui multiplient avec la bourgeoisie médiatique les attaques contre LFI. Et t'as même Boris Vallaud qui balance ce genre de phrase. Donc je proposerai à tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale, de l'arc républicain, qui ont participé à ce front républicain, ou même ceux qui n'y étaient pas tout à fait au rendez-vous comme les républicains. C'est-à-dire à tout le monde sauf le RN? De poser, oui, absolument, de poser la question des conditions d'une non-censure. Vous savez, reprendre le fil de ce que nous avions à gauche avec les groupes du Nouveau Front Populaire et avec les groupes du Sénat
commencer le faire à la mi-août. Écrire en disant nous sommes prêts à des compromis texte par texte. Nous sommes prêts à discuter des priorités de politique budgétaire. Il faut dire que le PS est dépassé sur les municipales, les futures élections qui vont avoir lieu en 2026. De nombreux cadres LFI ont déjà annoncé récemment leur candidature pour devenir maire et pour porter une alliance de gauche aux municipales. Des candidats insoumis qui devraient se faire avec une alliance écologiste avec les Verts qui s'organisent donc en dehors du Parti Socialiste et du PCF. Et pour rappel, le PS n'est pas un parti de masse, c'est un parti de cadres qui persiste grâce à son réseau d'élus locaux. En s'attaquant donc sur les élections municipales, l'alliance LFI-EELV attaque donc le cœur du Parti Socialiste et sa possibilité future de peser sur le jeu politique. D'où le fait que les tensions LFI-PS augmentent en trouvant des façons plus ou moins honnêtes de se critiquer mutuellement pour justifier la future scission du NFP. Esselés, certains cadres du PS vont donc aller chercher chez Macron un nouvel accord gouvernemental pour arriver donc au gouvernement, avoir des postes de ministère, histoire de pouvoir baser leur future campagne présidentielle là-dessus. Ils profitent de l'affaiblissement des macronistes pour leur proposer un accord qu'ils seraient peut-être pas capables de refuser. Et dans leur bouche, évidemment, un gouvernement technique, ça veut dire un gouvernement qui est là pour appliquer un immense programme austéritaire. Mais c'est pas comme Barnier. Voilà, c'est pas comme Barnier parce que, à la différence de Barnier, il y aurait des ministres du Parti Socialiste qui seraient dans le gouvernement. Voilà. Sinon, la politique, ce sera la même. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un rapport de force, puisque Libération, le journal du milliardaire Drahi, a mis en avant sur sa première page Cazeneuve comme une figure de l'opposition à gauche. Donc là, on sent bien que tu as toute une bourgeoisie de gauche qui rêve de revoir un PS de centre-gauche capable de prendre le relais sur un macronisme déclinant. D'ailleurs, quand le NFP avait été monté donc cet été, on l'avait dit au Canard que cette alliance et ces scissions permanentes au sein de la gauche parlementaire, c'était poussé par l'opportunisme des élections. Donc parfois, certaines situations poussent à des alliances, notamment sur les élections législatives. Mais là, pour les municipales, l'occasion est trop belle pour corneriser un des éléments de l'Alliance, le Parti Socialiste, pour mieux préparer les futures élections présidentielles. Alors évidemment, c'est de la magouille, on est d'accord, mais on peut voir au-delà de ça et voir que la stratégie là consisterait donc à dégager du Parti Socialiste tous ceux qui sont du hollandisme, qui sont prêts à s'allier avec Macron. Du coup, est-ce que ce serait pas une bonne nouvelle que ça se fasse? C'est la question du jour. Comment est-ce que ce budget va-t-il finir et est-ce que le PS va se rallier à Macron? Tu peux nous répondre en commentaire. Et en attendant la crise du 49.3 qui devrait donc tomber en décembre, c'est au tour du Sénat de modifier le texte du budget. Ceux-ci ont voté récemment pour la suppression d'un jour férié afin d'augmenter les cotisations et réduire le déficit de la Sécu. Ce qui est cocasse, c'est que évidemment, ça ne concerne pas en premier lieu les richissimes sénateurs. En effet, vu que eux n'ont pas de salaire mais des indemnisations, ils sont pas concernés par leurs propres mesures. Mais précisons que ce truc-là est scandaleux, oui, mais il n'est pas sûr de passer parce que après le Sénat, tu as la commission mixte paritaire, donc avec des députés et des sénateurs, et ça revient ensuite en seconde lecture à l'Assemblée nationale, là où il va y avoir un 49.3. Donc d'ici là, le texte va beaucoup changer. On passe au bref avec un petit tour du côté de Glupatat. Glupatat, c'est une grande chaîne politique française indépendante qui est gérée par Glu et maintenant rejoint avec Sibylle, et ils sont aujourd'hui au Canard Réfractaire, donc salariés comme nous à l'association, et pour pérenniser ce modèle de médias, on a lancé un financement participatif pour Glupatat. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est très près d'atteindre notre premier objectif. Glupatat, c'est un média très important de critique du pouvoir, notamment sur les réseaux de téléphone portable comme Insta, TikTok, Twitter ou encore les shorts YouTube. Et grâce à ça, ils arrivent à politiser des milliers et des milliers de jeunes chaque jour. Pour plus d'infos, on vous met en description et en commentaire épinglé la vidéo de présentation si vous voulez participer à ce financement. Allez, prochaine info, il faut qu'on vous parle d'une vieille affaire pour laquelle on a du nouveau. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y a quasiment 4 ans, jour pour jour, le 21 novembre 2020. Ce jour-là, Michel Zecler se rend à son studio de musique et 3 policiers vont pénétrer avec lui dans son domicile pour le tabasser. À ce moment-là, il y avait 9 jeunes dans les studios au sous-sol qui ont réussi dans un premier temps à repousser les agents en dehors du domicile. Mais les agents ne se démontent pas et tirent carrément une grenade lacrymogène pour faire sortir tout le monde et les embarquer. Du coup, ça va être la garde à vue pour Michel contre qui les policiers portent plainte. Sauf que problème pour les policiers, toute la scène a été filmée et rendue publique, donc aujourd'hui on sait
que Michel s'est fait tabasser sans aucune raison par ses policiers. Ce qui a donné d'ailleurs beaucoup de contestations dans pas mal de quartiers en France. 4 ans plus tard, les juges d'instruction ont terminé leur enquête et le parquet va bientôt rendre son jugement définitif. Et là, aujourd'hui, les 3 policiers font beaucoup moins les malins, surtout qu'ils ont non seulement accusé de violence en réunion, mais aussi pour usage et écriture en faux à cause de leur déposition mensongère. Et ils essayent de se défendre comme ils peuvent, tu sais, en disant que ils avaient peur d'entrer dans le hall d'entrée, du coup ils ont tout gazé quoi. Sauf que dernièrement, l'enquête a mis le nez sur les téléphones saisis et les SMS à l'intérieur, et clairement ça c'est le coup de grâce pour les 3 agents. Dans des groupes WhatsApp, avant de savoir que tout avait été filmé et diffusé, les 3 agents se vantaient d'avoir tabassé celui qu'ils appelaient, je cite, ce gros bâtard. Pour celles et ceux qui ont le cœur bien accroché, vous pouvez aller voir les détails sur évidemment Mediapart qui ont mené cette enquête. Allez, dernière brève, il n'y a pas si longtemps, c'était le 1000e jour de la guerre en Ukraine, ça fait donc un petit moment que ça traîne cette histoire. Mais dernièrement, ça a passé un nouveau cap puisque le nucléaire s'est invité à l'escalade. Et encore une fois, c'est ce bon Joe Biden, encore président quelques semaines aux États-Unis, qui nous a mis dans cette sauce. Et oui, le chef de l'État fédéral états-unien a fourni des missiles longue portée à l'armée ukrainienne avec carte blanche pour les utiliser. Du coup, Zelensky ne s'est pas fait prier et a frappé une région qui s'appelle le Bryansk, qui est à 340 km au sud de Moscou. C'est donc une grande percée à travers le territoire russe. Du coup, là, on n'est plus dans le domaine de la défense, on est clairement dans le domaine de l'escalade militaire. Sauf que le problème, c'est qu'au niveau escalade militaire, Poutine, c'est pas le dernier. Le chef de l'État russe a fait passer un décret le 19 novembre pour changer la doctrine nucléaire. Du coup, ça veut dire que les conditions pour utiliser l'arme nucléaire en Russie ont été abaissées. C'est une manière, en réalité, de lever un tabou sur le nucléaire auprès de son armée et de sa population, mais aussi une manière de mettre un coup de pression à ses adversaires. Et le coup de pression s'est confirmé la semaine dernière, puisque jeudi, l'armée russe a envoyé des missiles balistiques dans la ville ukrainienne de Dnipro. Et ces missiles, ils ont la particularité de pouvoir porter une ogive nucléaire. D'ailleurs, ce vendredi, l'État russe a ordonné la production en masse de ces fameux missiles. Ouais, donc les chefs d'État, là, ils continuent de foncer tout droit vers une guerre nucléaire, tranquille, normale, comme si de rien n'était. Donc espérons que ça change dans les semaines à venir. Allez, on termine là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette Actu Réfractaire. Pensez à vous abonner pour ne rien louper. Demain, on se retrouve à 18h. Ce sera Nina à la présentation. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Là, c'est arrangé.